Hello, everyone. I think we're just waiting for Nora to get back, and then we'll start. Okay, I'm not sure if I thought Nora was coming back. D'accord, je ne suis pas certaine. Je pensais que Nora revenait. Ah, la voilà. D'accord. Okay, perfect. Je suis ici. OK, parfait. Je pense qu'ils ont commencé le webinaire. Alors, nous allons procéder. Hello, everybody. Bonjour à tous. My name is Nora. I'm the Mon CEO nom est Nora. of the CYAC. I wanted Problème de son. to first start with some J'aimerais commencer housekeeping rules avec for des points today's d'administration webinar. pour le webinaire d'aujourd'hui. Firstly, welcome to Boost Premièrement, CYAC's webinar series. Bienvenue au webinaire de Boost UA. This series will focus on the national guidelines On se concentre sur les directives for nationales Canadian Child Advocacy Centers pour les centres de défense and des droits Child des and enfants Youth Advocacy Centers. et aussi des centres de défense des droits des jeunes et des enfants. Before we begin our session, there's a few quick housekeeping points. Avant de commencer notre session, nous aurons quelques points d'ordre administratif à partager. Participants who are listening in French, click Pour les on participants qui interpretation écoutent en français, choose cliquez French. sur Interprétation et ensuite choisissez French ou français. The presentation in both La English and présentation French, en anglais et en français as well as the presenters' bios, et can be aussi downloaded les from the chat. fichiers des présentateurs peuvent être téléchargés. There will be a Q&A during the last 10 minutes of the webinar. Il y aura une séance de questions dans les Please 10 dernières type your minutes du questions webinaire. S'il vous plaît, in the tapez votre Q&A question tab, dans la boîte and you des can submit questions your qui, questions au at bas de any votre time. écran, s'appelle Q&A. If you are watching this webinar in a group, please Si enter vous the regardez number ce of webinaire participants dans un groupe, in the s'il vous group, plaît, notez le nombre de in participants of dans the le group, groupe, sorry, in the chat. It dans la is boîte now my chat. pleasure to turn it over C'est- to our Je suis ravie facilitators, maintenant de céder la parole à nos modératrices. Tara Ettinger and Natasha Marshall. Cora, And before I do that, Tara I Ettinger would et Natasha actually like Marshall. to give Mais a avant de quick faire cela, bio. j'aimerais leur donner une biographie rapide. So Natasha Marshall Donc, Natasha is a Marshall Métis woman and of Cree, Anishinaabe, Irish and Scottish descent, Donc, elle est de descendance Cree et and a Anishinaabe et member of the Big Bear Collective écossaise Steering Committee, et fait partie d'un representing comité the d'orientation Secwepemc Child and Family Services. et fait partie des services de la famille d'une organisation particulière. She is a program manager there, Elle est which is gestionnaire de located programme dans cet in organisme Tk'emlúps, qui est situé. Secwepemc, and is grateful to have been a guest in the Secwepemc for her entire life. Elle est à Secwepemc dans toute sa vie. Natasha has been working in Indigenous Natasha child travaille welfare for the dans last 18 years. le bien-être des holds a enfants Bachelor of autochtones dans Arts les 12 dernières années. Psychology Elle a and a un Bachelor baccalauréat des arts en psychologie. Tara Ettinger Tara Ettinger identifies herself as a settler s'identifie ally comme and une respectfully alliée acknowledges des colons place of residence and work et respecte son lieu de on the travail et de unceded résidence territories sur les of the territoires non Secwepemc cédés Nation. She has been a d'une counseling therapist for 20 d'une years. tribu autochtone. Elle est Sorry, thérapeute I depuis aged 13 you, ans. Tara. The majority of those La years is majorité working de with ces années Indigenous communities. travaille avec les communautés autochtones. He has been trained by the Tk'emlúps Elle est formée in Aboriginal group conferencing les conférences de and groupes as a autochtones restorative justice Kamloops facilitator.
et comme modératrice de She justice combined restaurative. and adapted these practices to Donc, elle facilitate s'adapte healing à ces circles in different pratiques settings, pour faciliter les cercles such de as elder guérison, circles comme les School. cercles des aînés and with residential school survivors. et avec les survivants des pensionnats. Much of her counseling work involved Beaucoup de working with son children travail and de youth conseiller est de travailler avec les enfants et les jeunes in trauma and in receiving disclosures of dans abuse. les traumatismes et aussi dans For la many years, réception Tara de held a divulgation contract d'abus. to provide Pendant counseling plusieurs for années, youth on elle donne de la probation, santé pour des jeunes qui which gave sont en her the clear probation. understanding for the need of early intervention work. As part of a British Columbia provincial strategy to decrease youth violence and gang activity, Tara coordinated and chaired a network for a number of years. She is a sessional and open learning instructor at Thompson Rivers University, Human Services and Social Work Department. She holds a Bachelor of Social Work, Master's in Counseling Psychology, which focused on the need for early intervention, and is currently a PhD candidate. She received a National SSHRC Doctoral Award for her work in better understanding children and youth needs during their disclosures of abuse. She's currently writing her dissertation, which specifically aims to better understand Indigenous children and youth's needs during investigations of child abuse, particularly regarding the forensic interview at a CYAC. At the end of 2015, she championed and started coordinating the development of the Big Bear Child and Youth Advocacy Center, where she is now the executive director. Tara, over to you. Thanks, Nora. So first, we're recognizing and honoring the different Indigenous territories we're on in Kamloops, acknowledging the territory of the Secwepemc Nation. So as we're all here, we're going to talk about Guideline 3, the main focus having an inclusive practice. So the intent of this presentation is to promote and discuss, we'll promote discussion and thinking about inclusive practices. Before coordinating the development of Big Bear, I was a trauma therapist, as Nora was saying in my bio, and I had the honor and the privilege of being in many children and families' lives and hearing about their experiences as they were going through the investigation Et process. puis, de ces enfants durant le processus des enquêtes, et ça, c'est quelque chose qui a influencé mes apprentissages, et pour être plus inclusif dans les pratiques. Et la raison pour laquelle on m'a demandé de partager quelques réflexions, c'était pour partager ce que nous faisons chez Big Bear. Alors, je vais partager quelques histoires. J'ai échangé quelques informations pour aider au niveau de la confidentialité, mais la plupart des histoires vont être là. Natasha a été une grande partie de Big Bear, de sa conception. Problème son. Sorry, I heard voices there. Everything's okay? Est-ce que ça marche? Alors, Natasha a été une grande partie de Big Bear depuis le début, avec en tant que partenaire dans le comité directeur, et elle a partagé tellement de connaissances en ajoutant plusieurs choses à nos processus au sein de notre centre. Natasha, désirez-vous ajouter quelque chose? Merci, merci. Bonjour, je m'appelle Natasha Marshall. Je suis contente d'être ici, Tara. Merci de m'avoir invitée. Je vais partager mes perspectives dans cette pratique, 18 ans de pratique, et aussi personne qui travaille avec Big Bear, les grands ours, et je suis reconnaissante de cette possibilité de partager dans cette session. Merci.
Alors, jusqu'en passant par la présentation, il faut se rappeler que même si nous parlons d'une focus autochtone, il y a plusieurs concepts qui peuvent appliquer aux plusieurs populations, peu importe l'ethnicité ou la culture, l'âge, le sexe et le handicap. Alors, quand on travaille avec les différentes populations, c'est quelque chose relié avec le traumatisme. Il faut aborder le traumatisme quand on parle des pratiques sécuritaires et inclusives. Alors, comme nous savons, les traumatismes affectent des enfants de plusieurs manières au niveau de leur développement, leur comportement, la capacité d'autorégulation, l'attachement, 41,2 fois plus de risques d'avoir des problèmes d'attachement. Tous ces facteurs qui entraînent les enjeux à long terme, y compris la consommation de substances, la maltraitance et l'itinérance. Alors, notre travail, c'est de ne pas le faire pire. On ne veut pas faire pire les choses, on veut aider les conditions pour atténuer les effets à long terme de la maltraitance envers les enfants. Ce qui nous aide à comprendre comment est-ce que l'impact des traumatismes existants de l'enfant, qui dépendent de plusieurs facteurs, y compris les services que nous offrons. Donc, être informé par le traumatisme, on doit être sensibilisé et aborder activement les facteurs culturels. Et ces facteurs culturels comprennent énormément de qualités qui composent ou qui constituent la personnalité de la personne. La culture est ancrée si profondément que c'est comme il y a beaucoup de couches, comme les couches d'un oignon. Donc, la personne crée certaines conditions qui déterminent pourquoi on agit et pourquoi on parle. Donc, j'aime beaucoup cette citation. Les preuves de l'histoire et les études de milliers de cultures diversifiées partout dans le monde témoignent sans doute de la puissance coercive de la culture pour façonner notre façon d'être et d'agir. On peut tous voir l'iceberg utilisé qui démontre comment une personne, la personne est constituée et c'est seulement certaines des qualités qu'on peut voir à l'externe. On voit facilement des choses comme la langue ou bien l'esthétique, l'allure de la personne ou la nourriture que l'on mange. Les choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas chez les gens facilement, sont des choses comme l'orgueil, des façons de penser, notre concept de la justice, notre concept de l'équité, nos valeurs familiales, les rôles de sexe et de genre. Lorsqu'on pense aussi au traumatisme, à l'essence même culturelle de la personne, on doit comprendre que beaucoup de leurs qualités vont être vues à travers cette lentille. Si on pense à nos clients qui ont éprouvé des traumatismes et qui viennent dans les centres de défense des jeunes et des enfants, ils vont démontrer comment est-ce qu'ils voient certains facteurs à travers leur propre vision. En 2019, je me trouvais dans une conférence internationale de maltraitance des enfants et j'ai vu beaucoup d'ateliers qui ont ouvert mes yeux, mais l'une d'entre elles qui parlait de l'évaluation pour le travail des immigrants et cela a été présenté par Michael Dele Arano. Et je me trompe peut-être avec son nom, mais il était et il est toujours un associé senior pour la diversité au Medical University of South Carolina. Et puis, il nous a amené à réfléchir au traumatisme supplémentaire possible des clients qu'ils peuvent avoir
lorsqu'ils traversent nos portes. Par exemple, pour les enfants immigrants et les familles, les traumatismes possibles qu'ils ont éprouvés dans leur propre pays et aussi les traumatismes supplémentaires dans leur fuite du pays et maintenant le traumatisme de se trouver dans un nouveau pays, dans des cultures qui vont être différentes de ce qu'ils connaissent. Et je pense que cet atelier m'a permis de voir que des fois, on se concentre sur le traumatisme et le traumatisme, il les a amenés à venir chez nous. Mais ils ont peut-être des traumatismes supplémentaires. Donc, on doit se poser la question, comment est-ce que ceux-ci ont eu un impact et comment est-ce qu'on doit aborder ces besoins pour que ça soit plus inclusif selon leurs besoins? C'est tellement important de se rappeler que chaque personne va amener leur propre mélange de valeurs, croyances, traditions et codes de conduite. Et tout ce qui se trouve dans cet iceberg a la capacité de non seulement d'inhiber la volonté de l'enfant de faire des révélations, mais aussi la volonté de signaler l'abus ou même de croire ou de protéger l'enfant, mais même les sentiments qu'il éprouve d'être dans notre centre. Donc, qu'est-ce qu'il va les aider? Être conscient de la culture est ce qui nous aide à comprendre ce que nos clients ont besoin. Nous ne savons pas tout ce que nos clients ont besoin. Nous ne savons pas quels appuis ils ont besoin, mais lorsqu'on en apprend un peu plus, bien sûr, on peut mettre en place plusieurs pratiques qui vont les aider. On peut créer des pratiques qui sont plus sécuritaires pour la culture et aussi qui sont plus informées par la culture, les divergences de culture. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer cela dans nos pratiques? La prise en compte des traumatismes, l'inclusion et la sécurité culturelle dans nos pratiques. Donc, il faut d'abord apprendre et être plus conscient de ce qui se passe au Canada et dans nos centres afin d'être plus attentif à ce que vivent nos clients. Donc, on doit se rendre compte qu'on devient de plus en plus multiculturel. Il y a un immigrant à chaque 10 minutes au Canada. Et puis, on aura donc un grand nombre de membres qui vont arriver au pays. Donc, on a parfois des informations généralisées sur certaines ethnicités, certaines religions. Mais on devrait vraiment demander qu'est-ce qui rend la chose précise à la famille? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs croyances? Est-ce que leurs croyances auraient un impact sur l'enfant ou sur l'expérience des familles dans nos centres ou même pendant une entrevue particulière? Donc, des fois, on a des formulaires de référence qui peuvent nous aider à mieux en savoir plus sur le client. Mais parfois, une personne nous arrive pas avec les formulaires d'aiguillage bien remplis. Et parfois, la personne qui a donné notre nom à la personne, qui les a orientés vers nous, n'ont peut-être pas les bonnes informations. Donc, des fois, ce n'est pas toutes les expériences du client qui sont consignées dans ces formulaires et on ne comprend pas les problèmes sous-jacents non plus. Donc, qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre qui sont nos clients et notre processus de dépistage et nos triages initiaux. Donc, nous avons nos facilitateurs sont déjà impliqués dans le cas pour que tout le monde puisse avoir toutes les informations sur la famille et qui on dessert. Donc, ces informations sont partagées. Mais cette personne qui fait le dépistage communique avec la famille pour en savoir plus sur eux et leur poser des questions pour qu'on puisse comprendre mieux comment personnaliser nos services vers eux de notre mieux lorsqu'ils viennent nous voir.
Donc, on va parler beaucoup plus de nos processus de dépistage dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qui est important aussi, c'est de réfléchir sur les clients diversifiés. C'est une étude de Statistique Canada en 2020. Donc, ils ont donné aux Canadiens l'occasion de partager leur expérience de la discrimination. Donc, même si les résultats ne puissent être généralisés à l'ensemble de la population, plus d'un quart des participants ont déclaré avoir été victimes de discrimination ou avoir été traités injustement au cours de la pandémie. Donc, ces résultats avaient indiqué comment certains groupes culturels, des groupes diversifiés en termes de genre, les groupes de femmes, ont été plus enclins ou c'était plus probable qu'ils signalent un problème de discrimination et aussi de méconfiance pour nos institutions. Donc, ces constatations ont une bonne corrélation avec une autre étude entre les cultures, une étude faite sur les cultures collectivistes. Ces cultures se concentrent plutôt sur un rayon plutôt plus restreint de communautés, c'est-à-dire plus élargi, pardon. Donc, il faut vraiment y penser lorsqu'on compare cela aux cultures plus individualistes. Donc, il faut y penser lorsqu'on considère les cultures et les sociétés et de savoir comment ces familles, ces clients sont en train de gérer les différents systèmes de justice et culturels, etc. Natacha, je pense que tu avais quelque chose à ajouter dans cette section. Oui, Tara, merci. Tandis que je me préparais pour cette conversation, j'avais trouvé une citation qui désignait l'inclusion. J'aimerais le partager. Donc, l'inclusion veut enlever les obstacles et les barrières pour que tout le monde puisse participer à la société au meilleur de leurs capacités. Je ressens que la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que lorsqu'on parle de méconfiance et de discrimination, on veut vraiment examiner comment est-ce que les systèmes qui constituent les centres d'appui aux enfants et à la jeunesse ont lié à des préjudices et des traumatismes aux familles qu'on dessert. Et voir comment les systèmes ont créé des obstacles, des barrières. Donc, on travaille contre cela. On travaille dans un système qui, historiquement et même maintenant, crée des barrières pour les personnes autochtones. Donc, vous allez devoir regarder de plus près la vision du travail que vous faites. Je pense que personnellement et professionnellement, le travail que vous faites pour les personnes autochtones et dans toutes les cultures, pour vraiment comprendre qu'est-ce que vous devez désapprendre. Donc, on a tellement, il faut tellement changer qu'est-ce qu'on sait déjà, désapprendre ce qu'on sait. Donc, c'est un gros travail. Il faut vraiment prendre en compte comment est-ce que vous allez vous préparer pour travailler de manière différente, de manière qui ne vous sont pas familières, mais qui vont mieux desservir les familles et les familles que vous aidez. Donc, vous allez devoir créer des espaces, un espace pour les familles pour qu'elles puissent passer à travers cette crainte et ce manque de confiance en leur expliquant et exprimant que vous voulez authentiquement, vraiment, sincèrement, mieux les comprendre pour vraiment créer des services autour de l'enfant. Et quand même répondre aux besoins des centres d'appui aux enfants et à la jeunesse. Donc, toutes les personnes, donc, on ne veut pas, en fait, répondre aux besoins de tous les intervenants du centre d'appui aux enfants et la jeunesse. D'habitude, c'est ce qu'on faisait, mais il ne faut pas le faire. Donc, on veut se concentrer sur les forces de l'enfant et poser autant, et les faiblesses, mais aussi poser autant de questions que possible et vraiment écouter ce que les familles vous disent.
Donc, si vous avez des informations, vous devez vraiment démontrer que vous les connaissez bien dans le travail que vous faites. Donc, voici comment on peut passer au-delà du manque de confiance et de la crainte. C'est vraiment de leur exprimer votre intérêt sincère et vraiment de poser des questions bien écoutées. Donc, il y a une femme qui a bien parlé, sage, Madame Cox-Frox Foyer, qui travaille dans un centre de consultation. Donc, il faut faire un travail, le résultat du travail qui démontre vraiment un intérêt des familles. Donc, il démontre des soins et est donc sage. Donc, s'il vous plaît, vous tous qui faites partie des centres d'appui aux enfants et la jeunesse, vous devez le centrer sur l'enfant et le niveau de confort qu'il ressente. Vous devez vous-même être mal à l'aise des fois pour les rendre à l'aise, justement. Mais c'est vraiment des expériences difficiles qui leur apportent beaucoup de crainte. Merci beaucoup. Merci, Natacha. J'aime beaucoup comment tu as indiqué que parfois, que pour mieux comprendre, il faut désapprendre. J'ai beaucoup aimé cette citation. Comme Natacha a mentionné, pour nos populations de Premières Nations métisses et inuites, il y a un long historique de manque de confiance et de méfiance, et c'est compréhensible. Les professionnels, les familles, les jeunes autochtones ne font pas confiance au programme et aux services du gouvernement. Natacha, tu peux bien sûr toujours te prononcer si tu as quelque chose à ajouter. En fait, je pense que j'ai capté ce que je viens de dire avec cette diapositive aussi. Oui, certainement. Il est très important, comme Natacha a mentionné, de comprendre notre histoire et les traumatismes qui ont perturbé l'harmonie, l'équilibre et la coopération mutuelle des communautés autochtones, transmis de génération en génération, qui nous empêchent de créer un service qui est inclusif et sécuritaire. Donc, on parle beaucoup dans mon travail que je fais avec les familles, c'est le cycle répété des traumatismes. Les familles ont partagé avec moi à quel point ils ont travaillé fort pour ne pas répéter le cycle, mais le traumatisme fait surface quand même, que ce soit en la santé mentale ou la toxicomanie, l'abus, etc. Les parents avec qui j'ai travaillé, qui étaient des survivants de pensionnats eux-mêmes ou qui avaient des parents qui étaient des survivants des pensionnats, ont partagé les défis de ne pas permettre ce traumatisme d'entrer dans leur famille et voir comment la communication entre eux est tense à cause de cela parce que ce n'est pas quelque chose qui a été bien modelé à cause de l'historique de leur séparation. Ces familles voient ces défis et travaillent sur ces défis, mais il y a tellement de personnes qui ont été jugées et blâmées. Et malheureusement, ce que les membres autochtones ressentent lorsqu'ils accèdent à des services. Tasha, tu voulais ajouter quelque chose à cette diapositive? Non, je ne pense pas. Je pense que tu as couvert l'essentiel. Nous devons aussi penser comment nos systèmes, Natacha a mentionné, et nos pratiques étaient basés sur une idéologie européenne et quelle incidence on pourrait avoir sur les populations qui ne sont pas européennes, qui sont plutôt minoritaires. On ne veut pas seulement penser aux interprétations des systèmes de classification ou savoir comment on définit la négligence, mais aussi comment est-ce qu'on base nos évaluations sur les clients. Gardez à l'esprit qu'on fait toujours des évaluations du moment où on rencontre les familles et les enfants. On fait ces évaluations formelles, mais aussi informellement. Donc, on fait toujours ces évaluations. Par exemple, si on regarde comment est-ce qu'on détermine si et quand l'enfant est prêt ou capable d'avoir une optique culturelle. On doit vraiment évaluer notre propre évaluation
et qui la détermine? Est-ce qu'il y a une incidence sur les choses comme la culture? Natacha, tu avais un exemple d'évaluation et tu en avais parlé la dernière fois. Oui, ici en Colombie-Britannique, on utilise des outils de décision, de prise de décision structurée. Et dans nos résultats de réponse au traumatisme et dans nos enquêtes. Donc, on veut évaluer la sécurité, déterminer le niveau de risque. Immédiatement, j'aimerais vous rappeler qu'on utilisait un outil pour évaluer la vulnérabilité pour les risques d'avenir. Et au fil des ans, je peux dire que j'ai vu ce préjugé pour ces personnes autochtones. J'ai seulement travaillé avec les familles autochtones, donc cet outil, inévitablement, et on monte toujours un niveau de risque élevé ou toujours plus le risque le plus élevé. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Les facteurs socio-économiques en sont certains. Mais moi, ce qui me préoccupe par rapport à ces outils de décision, s'ils déterminent les prochaines étapes de l'enquête, si cet outil est utilisé comme les raisons principales pour être impliqué dans la vie d'une famille, ou si on demande à ce que les enfants quittent les soins des parents, et les Autochtones sont surreprésentés dans ce système. Voici ce que je vois. On travaille dans une évaluation et dans une réaction particulière et on est très confiant de ce qu'on apprend par rapport à cette famille. On ressent vraiment que l'enfant est très en sécurité et que son risque est très bas. Mais on doit remplir cet outil d'évaluation et cet outil les catégorise comme une famille à risque élevé. Donc, c'est problématique. Donc, against Indigenous people. Yeah, absolutely. Oui, absolument. Même pour le terme intérêt supérieur de l'enfant, il faut savoir qui est en train de faire cette détermination. Alors, par exemple, quand je faisais mes études du premier cycle, un enseignant m'a parlé d'une famille autochtone, une grand-mère qui prenait soin de ses petits-enfants et puis il y avait un travailleur social qui est allé là, mais après cette visite, ils ont partagé à- le travailleur a partagé qu'il n'avait pas suffisamment de nourriture dans le frigo, mais en réalité, il y avait au sous-sol plusieurs aliments au sous-sol. Alors, il faut juste regarder les éléments culturels quand on touche ce qui est mieux pour les enfants, quels sont les intérêts supérieurs de l'enfant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, vous vous rappelez quand on a parlé des intérêts supérieurs, moi j'ai eu quelques difficultés comment j'abordais ce thème. Je voudrais juste partager une des enseignements qu'on m'a donné dans le système de bien-être pour les enfants. Quand on parle de être en sécurité au niveau culturel et la création de la sécurité culturelle, ce qu'on m'a enseigné, la culture et la sécurité. Et quand j'ai entendu votre histoire, que le travailleur social a dit qu'il n'y avait pas de la nourriture et quand il y avait au sous-sol, il faut considérer le mandat de ou l'énoncé de mission de votre organisation. Si c'est basé sur la sécurité, cela doit être centré sur les questions respectueuses pour poser des questions justes et que vous êtes en train de considérer les intérêts supérieurs de l'enfant, de la famille. Il faut poser les questions de manière respectueuse parce qu'il faut montrer que vous avez une curiosité qui est génuine
Et dans tous les exemples du travail que je fais, si vous n'incluez pas la culture, alors vous ne pouvez pas considérer les intérêts supérieurs de l'enfant. On peut aborder ce thème de plusieurs manières, mais si vous ne trouvez pas si vous ne travaillez pas sur la culture dans votre travail, avec l'orientation de cette famille, d'après leur propre culture, dans leur foyer, dans leur collectivité, pour que vous puissiez s'assurer que ce travail est axé sur l'enfant. Si on n'est pas axé sur l'enfant, on ne peut pas travailler en gardant les intérêts supérieurs de l'enfant à l'esprit. Oui, comme Natacha disait, les intérêts supérieurs doivent comprendre la culture. Alors, je voudrais maintenant retourner au point de vue des cultures collectivistes et individualistes. Par exemple, ce mot collectiviste, ça c'est basé sur la valeur de la connexion, par exemple au sein des cultures autochtones, tandis que individualiste est ciblé sur les objectifs individuels. Alors, quand on pense aux enfants, les communautés autochtones ont critiqué cela parce que il y a les éléments qui sont considérés au niveau individuel et pas en regardant toute leur famille. Alors, quand on pense aux enfants autochtones qui vont parler de l'abus, de la maltraitance qu'ils ont subi, il faut prendre en compte les autres facteurs de la culture de cet individu. Alors, il faut considérer les approches de l'Ouest. Parce qu'il y a souvent les choses qui ne sont pas compatibles avec ce qui se passe au sein de la communauté. Alors, il y a la réticence de parler, de divulguer cet abus, cette maltraitance. Alors, cette citation a beaucoup d'impact. Ça, c'est du gouvernement du Canada. Souvent, les victimes ne veulent pas divulguer des exemples de maltraitance et là signifie que leurs proches devront aller en prison. Les communautés ne croient pas qu'une solution juridique soit réellement une solution. De nombreux autochtones pensent que le système juridique de la société dominante ne traite pas les causes profondes des déséquilibres qui ont permis à la maltraitance de se produire en premier lieu. Alors, il y a les autres obstacles, comme les obstacles en communication. Cela peut créer les obstacles dans nos systèmes et dans les différents, par exemple, le contact avec les yeux. Dans les cultures de l'Ouest, c'est quelque chose de sincérité, mais avec les communications entre les personnes autochtones, le contact entre les yeux, c'est pas quelque chose de poli dans les conversations. Dans les pensionnats, un manque de contact visuel conduisait à que l'enfant était puni. Pour plusieurs personnes autochtones, la préférence est sur l'écoute au lieu de maintenir le contact des yeux. Quand j'ai commencé à travailler avec les familles autochtones, quand j'étais conseillère, je me posais la question si mes clients n'étaient pas intéressés parce que de travailler en tant que conseillère, c'est une question de conversation, discussion, mais plusieurs clients autochtones, je me rappelle qu'ils ne me donnaient pas ce contact des yeux
Alors, ce contact visuel n'était pas là, mais je me suis rendu compte qu'avec les sessions de suivi, les mêmes clients partageaient leurs réflexions sur la session. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait changer mes attentes, d'avoir une discussion quand une personne parle et à l'autre personne pour avoir une discussion avec la réflexion. Alors moi, j'ai dû changer mon processus et pas les clients qui ont dû changer ce processus pour moi. Alors, une chose que j'ai vue chez nos intervieweurs juridiques, ils font les pré-réunions. Et cela a aidé à fournir le temps pour que les enfants et les jeunes puissent processer ou c'est-à-dire traiter toutes ces informations. Natacha, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, je continue dans mon rôle actuel. Et c'est quelque chose de plus naturel tout au début de ma carrière. Je suis venue, j'ai grandi qu'il faut maintenir le contact visuel, il faut serrer la main de manière formelle. Et après, j'ai appris, comme vous venez de dire, et on ne peut pas mal interpréter le manque de contact visuel, le silence. Il ne faut pas prendre ces éléments pour quelque chose d'autre. Alors, il faut changer comment vous travaillez. Il ne faut pas généraliser les clients. Peut-être vous travaillez avec un client autochtone qui fait le contact visuel, mais au Big Bear, dans les entrevues juridiques, il faut regarder comment il peut avoir un changement avec l'interaction. La famille et surtout l'enfant doit se sentir à l'aise. Et être à l'aise avec le silence naturel, c'est incroyable. On ne se rend pas compte de la puissance du silence. Moi, j'ai eu des moments où j'ai dû garder le silence. Et puis, dans le silence, c'est là où le client parle. Il faut juste prendre le temps pour attendre, pour écouter. Vous avez parlé des sociétés collectivistes. C'est vraiment important. Ça, c'est plus important que la communication, de juste parler. Alors, dans la diapo que vous avez dit que des proches qui vont en prison, par exemple, tout représente ta famille et il faut considérer les intérêts de tout le monde. Je pense qu'il faut conserver ou garder cette idée à l'esprit. Comment cela va affecter tout le monde? Parfois, les partenaires auxquels nous avons de contact dans les centres d'appui aux enfants, et on pense qu'il faut faire quelque chose, mais les personnes autochtones, ils sont les membres de leur famille. Moi, je pourrais dire, moi, je ne m'identifie pas comme, je m'identifie comme mère, comme sœur, comme fille, comme tante. Et je pense comment cela a un impact à ma famille, d'où je viens. Alors, je pense que vraiment, il faut, comme on disait, il faut prendre une pause pour envisager comment on fait ce travail, comment cela va atteindre les besoins de la famille. Et ces pauses sont assez belles. Si on va être plus inclusif, c'est quelque chose de bon. Mais le cadeau plus grand qu'un centre d'appui aux enfants peut donner, c'est de prendre une pause, respirer bien avant de parler des allégations de maltraitance. Et si vous n'assignez pas les valeurs là-dessus, il faut prendre attention de ne baser
toutes ces choses sur vos propres expériences. Alors, si je faisais le travail que je faisais, il y a quelqu'un qui ne va pas serrer la main. Bon, il ne faut pas juger, par exemple, une poignée de main comme indicateur du personnage de quelqu'un. Alors, ça, c'est pas toujours, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Ça, c'est autant de personnes qui ont travaillé dans les systèmes de services de protection de la jeunesse, mais il ne faut pas penser à ce que moi, je pense personnellement. C'est ce que je voulais dire. Like Natasha was saying, we need Donc, comme to Natacha a mentionné, nous devons pas seulement coloniser notre pratique professionnelle, mais on doit décoloniser notre optique. Donc, on va faire le processus de réapprentissage, comme vous avez mentionné. Donc aussi, lorsqu'on parle de promotion de la santé, il faut en fait maintenant intégrer la compréhension des traumatismes passés et actuels dans tous les modèles de prestation de services et l'incorporation d'une pratique centrée sur la victime, comme Natacha a mentionné. Donc, les personnes, dans le travail que nous faisons, la pratique démontre le besoin d'une approche centrée sur l'enfant. Donc, l'approche centrée sur l'enfant met en relief les besoins et les droits de l'enfant avant que les services soient mis en œuvre. Et donc, on a la responsabilité de comprendre ces besoins. J'ai trouvé dans l'Association du barreau canadienne en 2018 discute de l'importance de la mise en œuvre des droits de l'enfant, d'une approche basée sur les droits, où on commence avec l'enfant. Et donc, essentiellement, ce que cela veut dire, c'est de travailler à partir de l'enfant vers l'extérieur pour comprendre leur vécu en premier. On considère où ils habitent, leur âge, leur culture, leur identité sexuelle, etc. Cela est comparable, par exemple, lorsque l'honorable juge Donna Martin, qui a présenté au BCC YC, a dit que le travail que nous faisons dans les centres d'appui aux enfants et à la jeunesse, elles doivent incorporer une approche basée sur les droits de l'enfant. Elle a dit que les droits ne veulent rien dire sans la mise en œuvre de leur respect. Donc, il faut comprendre qu'il ne faut pas traiter tout le monde de la même façon ou de mettre en œuvre une approche standard des soins. Il s'agit plutôt de reconnaître les différences et les perspectives individuelles afin de déterminer les besoins uniques et d'y répondre. Donc, être sécuritaire et inclusif dans notre pratique doit être déterminé par nos clients. Donc, on doit se demander qui détermine la sûreté culturelle. Est-ce que nos évaluations de nos centres, est-ce que nos évaluations captent cette réalité? Donc, si on retourne en arrière un petit peu, explorons un petit peu comment on en apprend plus suffisamment sur nos clients afin de leur offrir des services culturellement sûrs et inclusifs et de déterminer si des adaptations sont nécessaires. Comme Natacha a mentionné, on veut vraiment commencer par comprendre nos propres besoins, nos préjugés, nos croyances. Donc, c'est une histoire de la dinde de l'Action de grâce. J'aime beaucoup cette histoire. Et cela permet de me dépasser dans mes approches quand j'étais plus jeune. Je travaillais dans une communauté autochtone et c'était après une longue fin de semaine, une fin de semaine de l'Action de grâce, justement. Et donc, les jeunes et les enfants que je voyais, je leur demandais qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur longue fin de semaine. Et je me rappelle, je leur ai demandé s'ils ont mangé de la dinde en fin de semaine. Je ne vais jamais oublier le regard de cette personne, mais je ne comprenais pas tout à fait ce que cela voulait dire. Pour moi, son regard voulait dire que cela a créé un défi pour cet enfant.
j'avais créé un malaise chez cette personne, mais je ne suis pas certaine de c'était quoi. Mais peut-être que cette personne euh, ne pratiquait pas l'action de grâce, mais je ne sais pas c'était quoi la cause, mais ils étaient mal à l'aise. Mais nous avons quand même travaillé dans cette session et je pense que c'était une bonne session. Je me rappelle à la fin de la session, tandis qu'elle quittait, avant de quitter la maison, ils ont dit en passant, j'avais mangé des hamburgers. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait pour cette personne, cet enfant, mais je vais vous dire comment cette histoire de la dinde de l'Action de grâce m'ont permis m'aider plus tard à être plus conscient de mes propres croyances, préjugés ou idées préconçues. Donc, dans la pratique réflexive, on peut en apprendre sur notre propre expérience dans notre pratique. Donc, mon expérience avec cette histoire m'ont aidé à réfléchir à ce que j'ai appris et à examiner comment les implications de mes apprentissages peuvent rayonner dans le contexte élargi dans lequel je travaille. Donc, examiner notre propre pratique et nos croyances, hypothèses et raisons de nos méthodes, c'est important. Et en appliquant fidèlement cette routine, nous serons plus conscients des besoins des gens et nous améliorerons notre capacité à fournir un service que les clients eux-mêmes considéreront comme culturellement sûr. Aussi, on veut s'engager à apprendre et à comprendre. Donc, communiquer et s'engager pour mieux comprendre le territoire l'historique de notre territoire, mais l'origine des personnes avec qui on parle. Il y a différentes façons de comprendre notre histoire avec les communautés autochtones. Donc, il y a quelques exemples ici. Et enfin, soyez respectueusement curieux en ce qui concerne toutes les qualités de nos clients. Donc, par respectueusement, ça veut dire on entend faire les choses de manière appropriée. Une fois, je travaillais avec un jeune autochtone qui avait un deuil, la perte d'un proche. C'était tellement difficile de voir la personne qui souffrait. Donc, j'allais discuter de ce processus parce que la personne était plus en paix et même si mon intention était tout à fait bonne, je suis tellement reconnaissante que je me suis rappelé de l'histoire de la dinde de l'Action de grâce. Donc, au lieu de partager mes croyances, j'ai décidé d'être respectueusement curieuse et de lui demander quelles étaient leurs croyances par rapport à la mort de la personne. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu des croyances culturelles de la personne était si incroyable et si merveilleuse. Je ne suis pas certaine que j'aurais pu avoir les mêmes enseignements si moi j'avais dit à la personne par rapport à mes propres croyances. Donc, obtenir de l'information sur les personnes avec qui on travaille, c'est une question du bon moment. C'est aussi une question qu'on ne veut pas surcharger la personne, mais on veut aussi interagir avec la personne sans présomption, sans imposition de nos propres traditions, notre propre culture et nos propres croyances. Donc, lorsqu'on obtient des informations des personnes avec qui on travaille, ont lieu durant le dépistage, comme j'ai mentionné plus tôt, mais on continue à le faire tout au long du travail. Par exemple, durant l'interview de la médecine légale, juridique, c'est-à-dire. Donc, et après cette entrevue, nos défenseurs de la famille en apprennent plus sur l'enfant. Donc maintenant, après l'entretien judiciaire, ils ont plus d'informations sur l'enfant. Donc, on continue à poser des questions comme ici. Parlez-moi de votre culture, votre famille, votre expérience du TDAH, d'où vous venez, etc. Natacha, voudrais-tu ajouter quelque chose? Quand on continue comme ça, je pense à la citation que l'inclusion, c'est d'identifier et d'enlever des barrières pour que tout le monde puisse participer du mieux de leur capacité. Donc, c'est important afin de continuer ce travail pour que les familles et les enfants se sentent écoutés et par rapport à leurs besoins, surtout dans ce processus.
mais aussi de savoir qui ils sont. Donc, lorsque vous êtes dans l'entrevue judiciaire, vous êtes préparé, vous avez un meilleur sentiment de qui est cet enfant et quels sont ses besoins. Vous aurez besoin de savoir, de changer comment vous pratiquez ce travail durant l'entrevue judiciaire. Mais si vous n'avez pas ces informations, vous n'allez pas changer vos pratiques. Cela aura une incidence sur sur les informations que vous allez aller chercher. Donc, tout a une incidence sur l'autre. Donc, prendre le temps d'établir un lien de confiance avec les familles avec lesquelles vous travaillez et que vous soulignez ce qu'eux disent et vous les écoutez attentivement, c'est important. Cela cadre bien avec de ne pas faire des suppositions préalables. Quand Big Bear avait commencé, on a appris beaucoup de choses que vous allez en fait aller suggérer avec ce que la dernière famille vous avait dit. Donc, on faisait beaucoup d'essais et dans notre travail avec les familles. Oui, exactement. Oui, c'est tellement important pour que les professionnels comprennent vraiment, de comprendre les diverses visions du monde et de reconnaître que chaque enfant qu'ils rencontrent est un être culturel unique, ayant un ensemble distinct de normes. Donc, pour travailler efficacement avec les enfants, la pratique doit s'adapter à qui est cet enfant et à ce dont il a besoin. La collaboration avec les cultures diverses est essentielle. Donc, pour Big Bear, c'est essentiel pour le travail avec les partenaires autochtones, pas seulement avec l'histoire, mais parce que on a donc, il faut justement comprendre cette diversité et rassembler ces connaissances essentielles. Donc, utiliser les conseils de professionnels et d'aînés autochtones pour comprendre les valeurs et les processus permettant d'adopter des approches efficaces. Donc, aussi connaître une culture par la consultation de professionnels issus de la culture en question nous permet de mieux concevoir nos interventions. Aussi, ce qui est le mieux pour les enfants et les familles autochtones, c'est que la culture autochtone soit au premier plan de la pratique pour un engagement actif et efficace. Donc, le succès de Big Bear était basé sur les relations solides avec les partenaires autochtones. Ils étaient là depuis le début de notre projet du Centre d'appui pour les enfants. Donc, on avait beaucoup de communication avec les personnes, les professionnels et non professionnels, les autochtones et non autochtones. Donc, la collaboration était facile, mais on avait quand même une directive de respect qu'on avait suivie. Et il y a plusieurs références à cela. Donc, vous voulez identifier les nations avec lesquelles vous travaillez. Voyez quels sont les territoires ou les terres qui se chevauchent. Et ensuite, comprendre et faites une recherche sur les communautés d'une manière holistique, globale, l'histoire, les traditions, la culture, les affiliations du Conseil des tribus, les structures de prise de décision, le rôle des chefs et des aînés. Donc, ensuite, créer un plan de communication avec eux. Donc, vous êtes en train de tisser des liens de relations qui sont inclusifs et mutuels, mais cela prend du temps. On doit honorer qu'il y avait eu un historique de méconfiance. Donc, notre but, c'est de créer un contact, mais d'établir des relations solides pour justement avoir un partenariat à long terme qui est efficace. À ce moment-là, je développais le Big Bear. On voulait mieux comprendre si on pourrait être plus inclusif dans avec les populations autochtones dans le travail du Centre d'appui des enfants. Donc, j'ai décidé de faire mon doctorat sur cela pour que je n'ai pas seulement un processus d'éthique et un comité autochtone pour m'aider à déterminer mon processus méthodologique. Lorsque j'ai commencé à communiquer avec mes collègues autochtones, savoir comment commencer ce travail, on m'a demandé premièrement de différencier si je cherchais les réponses ou si je voulais vraiment comprendre. Donc, pour moi, cet énoncé,
démontre comment est-ce qu'on peut faire cela avec tous nos clients et cela devient souvent un choix, ce que nous choisissons de faire au sein de nos pratiques. Donc, l'utilisation d'équipes multidisciplinaires dans les centres d'appui des enfants sont des pratiques logiques pour identifier et comprendre des aspects culturels lors des révélations de maltraitance des enfants dans le cadre des enquêtes. Donc, lorsqu'on regarde ces équipes multidisciplinaires, on a justement ces réunions de planification de ces équipes. On va avoir plus d'informations sur l'enfant et sur le cas. Les informations que nous allons collecter durant le dépistage vont aussi être partagées. Cela nous permet de comprendre les besoins de l'enfant ou de la famille au centre, mais aussi l'intervieweur juridique peut avoir plus d'informations nécessaires aussi. Donc, avec notre webinaire avec Michelle Cyr, la semaine dernière, elle parlait des intervieweurs qui permettaient de préparer l'enfant. Donc, des fois, ces réunions de planification des équipes multidisciplinaires nous permettent de démontrer les qualités uniques de l'enfant que les intervieweurs n'auraient pas eu comme information si on ne les avait pas. Natacha, tu voulais ajouter? Natacha, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Quand je pense sur le travail, sur les premières lignes, moi, j'aurais voulu être partie d'une réunion multidisciplinaire pour avoir une vision claire au niveau des prochaines démarches pour assurer qu'il y a la discussion qui fait quoi, comment minimiser la confusion et le chaos quand une famille est notifiée qu'il y a les allégations de maltraitance. Alors, je réfléchis sur mes propres expériences. J'aimerais penser que je n'ai pas causé beaucoup de préjudice avec le travail que je faisais, mais si on prend le temps pour faire ces rencontres de planification avec l'équipe multidisciplinaire, peut-être la famille aurait se senti en plus en sécurité, plus sûre pour s'ouvrir. Ce n'est pas juste une question de l'entrevue juridique et après, c'est tout, c'est fini. Alors, je voudrais ajouter que j'aurais voulu être partie des réunions multidisciplinaires. Merci, Natacha. Avec notre programme de dépistage, on demandait si il y a un travailleur qui travaille avec la famille autochtone. Cela est logique au niveau d'avoir la participation chez Big Bear pour soutenir un programme. Nous avons les travailleurs de défense, ils sont là, mais ils travaillent avec le travailleur de la famille. On a eu un bon résultat là-dessus, surtout dans les cas quand un enfant a les besoins individuels et le travailleur a déjà la compréhension pour aborder ses besoins. Parfois, nos intervieweurs juridiques, on a pu consulter avec le travailleur de la famille quand ils ont eu besoin davantage d'informations d'après peut-être le comportement de cet enfant durant l'entrevue. Natacha, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, je voudrais dire que ça, c'est un bon exemple de la souplesse. Avec l'établissement de Big Bear, on a eu une vision tout d'abord. Comment le défenseur, quel était le rôle de défenseur pour les enfants? Alors, ça, c'est un bon exemple parce que le défenseur a pris une pause. Est-ce qu'on est en train de répondre aux besoins de la famille autochtone? Et comme Tara a dit, quand la famille peut
indiquer quelle est la personne qui est leur défenseur. Peut-être le défenseur peut participer et être inclus dans les différents volets. Et ça, c'est une grande partie de l'inclusion. C'est pas juste une question d'aller de l'avant pour faire le travail, mais prendre une pause pour s'assurer que cette famille ait ce qu'ils ont besoin pour aller de l'avant avec le processus. Alors, entre le dépistage initial et les défenseurs de la famille qui passent le temps avec les soignants et après l'entrevue juridique, l'évaluation de médecine juridique, nous avons recueilli beaucoup d'informations. Alors, nous avons une équipe avec l'équipe multidisciplinaire. Nous avons la personne qui a fait le dépistage, les défenseurs de la famille, le clinicien de santé mentale, le consultant de district scolaire, un représentant de système de soins de santé pour avoir plusieurs suggestions de référence pour que les défenseurs peuvent amener cela aux soignants. Et puis, cela aide à réduire les préjugés au niveau des références et cela encourage de penser en dehors des sentiers battus. Alors, l'autre avantage, c'est une excellente ressource juste pour faire un débriefage sur quelques cas qui ont été, c'est juste une ressource excellente pour tout le monde et les familles sont vraiment intéressées d'entendre les résultats de ces rencontres pour savoir, OK, quelles sont les sources d'aiguillage? Il y a les pensées en dehors des sentiers battus parce que les défenseurs ont appris quelles sont les méthodes de guérison qui sont appropriées culturellement. Il y a les différentes choses, par exemple, les différents groupes qui font les cercles de tambour ou les autres types de groupes de guérison. Oui, être axé sur la guérison, ça c'est quelque chose qui est tellement important. Ça doit être le rôle de CAEJ parce que quelle est l'expérience? Qu'est-ce qui se passe avec la famille quand il y a une enquête? La famille doit savoir ce qui se passe, ce qui vont être les prochaines étapes. Et j'adore le fait qu'on pense en dehors des sentiers battus pour ne pas penser strictement une vision unique au niveau de la santé mentale. Alors, avec ce niveau de soins et inclusivité, c'est tellement important d'appliquer cela. Alors, il est essentiel d'appliquer ce niveau d'attention et d'inclusion avec nos collègues pour que tout le monde puisse se sentir qu'il est partie de l'équipe. Par exemple, le partage de quelques réussites dans les cas. Souvent, les intervieweurs, ils entendent souvent les histoires quand les familles sont dans leur pire point. Alors, ça va les aider pour avoir un peu de conclusion et augmenter l'inclusivité en tant qu'équipe. Les aliments, la nourriture est toujours à envoyer un message inclusif. Ça, c'est toujours partie de l'interaction. Ça augmente la confiance. Voici un petit panier de nourriture. Nous avons des paniers plus grands dans les salles avec les familles avec plusieurs casse-croûtes. Et Natacha, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme nous avons dit, d'offrir de l'eau, de la nourriture. Ça, c'est une langue universelle que nous pouvons voir à travers des différentes cultures pour donner du confort. Et je pense que c'est gentil. Ça me donne
l'idée d'avoir envie de visiter le centre. Alors, nous avons les personnes qui aussi amènent des choses. Oui, les personnes aînées ont trouvé les manières d'être inclusives aussi. Et ce qui est cool, c'est comment les jeunes peuvent apprendre comment les grands-mères, on a tricoté les pantoufles. Et c'est assez cool, la connexion entre nos aînés, les enfants, même sans se rencontrer individuellement ou personnellement. Voici notre salle de famille chez Big Bear. C'est où les défenseurs des intérêts de la famille amènent les familles et les entrevueurs avant l'entrevue. Et quand l'enfant va dire qu'il est prêt à avoir la rencontre avec le membre de la GRC, et puis on appelle la personne par le nom, le premier nom, n'est-ce pas? On va amener Phil dans la salle, par exemple. Nous avons eu quelques cas où quelques enfants, on a eu besoin de davantage de temps, assez de temps pour rencontrer l'entrevue juridique parce qu'ils ont eu besoin de la réduction de leur niveau de stress. Alors, il faut être prêt, il faut être présente. Voici où les familles peuvent passer du temps avec les soignants ou les aidants et aussi avec les personnes de guérison, par exemple dans les cas où il y a de la confusion, où ils doivent travailler ensemble. Big Bear et les autres agences impliquées dans le cas peuvent se réunir là-bas. Cette salle sert comme un pont pour combler tous les différentes agences. Parfois, s'il y a de la réticence ou quelqu'un est timide ou un peu nerveux de rencontrer une nouvelle agence, alors nous avons des bons partenariats dans nos communautés. Nous avons des partenaires qui ne sont pas réticents juste pour accueillir les personnes pour la première fois. Et c'est juste une question de représenter un pont entre les différentes agences. Natacha, y a-t-il quelque chose d'autre? Oh, merci pour avoir couvert cela. C'est une question de création de l'espace. Je suis contente d'entendre que nos partenaires au sein de la communauté sont ravis de venir pour rencontrer nos familles. Ben oui, les partenariat et le travail d'équipe permettent à tous qui font partie du centre de ressentir un réel sentiment d'appartenance à celui-ci, ce qui encourage le travail en commun, l'échange d'idées, facilitant aussi la recherche de moyens de développer les services. Voici un espace pour les aînés pour encourager l'importance de connexion. Nous sommes en train de bâtir une salle de témoignage. Alors, ça, c'est utile. Alors, quelques jeunes qui sont venus à Big Bear, ils ont parlé de quelques familles qui ont donné un soin pour eux, n'habitaient pas dans la ville. Alors, l'idée, c'est de faire un Zoom avec les familles qui n'habitent pas dans la ville pour soutenir les enfants qui viennent chez nous. Y a-t-il quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est un excellent exemple de l'inclusion et de s'assurer quand les gens jeunes, les enfants et les familles doivent être là, on crée l'opportunité pour eux. Ben oui, tout à fait. Quand elle entre par la porte, on n'a pas c'est une vieux bâtiment. Mais quand les familles elles entrent à Big Bear, ils savent qu'ils sont, les personnes, on ferme la porte, bien sûr.
Mais parfois, on demande les familles de fermer la porte avec le verrouillage. Alors, juste l'idée de mettre le verrouillage, ça se sent que c'est chez eux, ils sont en train de protéger leur enfant, ça se sent sécuritaire. Maintenant, nous ne sommes pas les personnes qui vont mettre le verrouillage, mais on demande aux familles de le faire pour augmenter le sens de sécurité. Et tout au début, les familles, ils savent qui va être présent chez Big Bear et parfois pour recevoir le permis, qui va être là-bas pour l'entrevue. Mais parfois, les familles, ils ont apprécié le fait qu'on est transparente. Qui va se trouver à Big Bear? Ils peuvent voir ces personnes. Oui, nous avons les étudiants qui font leur stagiaire, mais il ne faut pas se poser, il ne faut pas avoir l'étudiant là quand on demande si l'étudiant qui est en train de faire leur stage en tant que stagiaire ne doit pas être présente en posant cette question devant la famille. Il faut le faire avant quand la famille n'est pas présente pour qu'ils puissent répondre en sécurité. On ne demande pas tout le temps aux familles, mais ça dépend de la famille. Il y a parfois une trauma significative qui juste avoir la permission d'avoir un stagiaire là peut causer de stress. Nasha, y a-t-il quelque chose d'autre que vous désirez ajouter? Non, non, vous avez couvert cela. Juste un message de nos enfants. Je sais que il y a les enfants qui disent, nous voulons savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu cela, que nous ne sommes pas seuls. Parfois, les enfants, ils veulent savoir les détails. On peut répondre, quelqu'un entre 2 ans à 18 ans, les différents genres ou différents temps durant la journée. Mais une fois, on a eu un jeune qui a demandé, est-ce qu'on peut un message sur notre tableau? Juste pour, c'est une salle où ils font un débriefage. Et il y avait un enfant qui posait la question, est-ce que je peux laisser un message sur le tableau noir pour le prochain jeune qui vient ici? C'est une manière de se connecter les jeunes, même s'ils ne se connaissent pas. Alors, c'est juste pour leur dire, il y a un message pour toi quand l'enfant entre. Et même après l'entrevue, ils ont hâte de laisser un message pour le prochain enfant ou le prochain jeune. Voici quelques messages. Tu n'es pas toute seule, tu peux le faire. Tu es aimé, tu es fort. Et l'avantage de cela nous aide à voir comment vont les enfants durant le débriefage, comment vont-ils baser sur leur message, est-ce qu'ils se sentent aimés, ils se sentent que c'est difficile, ils se sentent forts, ils se sentent oui, c'est difficile, mais ça va être, mais c'est correct. Ou parfois, quand il y a les jeunes qui ont les défis, on peut se connecter à un niveau plus profond. Alors, les tableaux, les tableaux noirs, c'est un outil qu'on a utilisé et c'était fantastique et ça, c'est tout. Merci. Natacha, y a-t-il quelque chose, quelques remarques avant d'ouvrir la session de questions et réponses? Je voudrais juste dire merci pour cette opportunité. Je suis fière d'être partie de Big Bear et que cela était partie de ma trajectoire dans ce travail. Merci, Natacha. Merci. Nous avons
équipe, une formidable équipe et nous sommes ravis de faire ce travail avec vous et de partager cela avec vous. Je ne peux pas voir les questions et réponses. Y a-t-il une manière pour voir les questions et les réponses? Oui, il y a une question. Comment les membres de l'équipe multidisciplinaire, comment on fait pour qu'ils puissent être impliqués à long terme? C'est une question de relation, se connecter et plusieurs fois, c'est une question de se connecter et c'est pas une question de l'équipe multidisciplinaire, mais c'est une question d'avoir une connexion, de maintenir ce relation pour aider avec l'équipe multidisciplinaire. Bon, Tracy, je sais que tu es une facilitateur dans ces équipes. Je pense que les gens, je voudrais poser à l'autre de laisser les personnes l'opportunité de parler. Il y a quelques questions de la boîte de clavardage. Quelques-uns d'entre vous qui nous ont donné des bons commentaires et l'idée de tableau noir, oui, c'est une bonne idée. Et sur le formulaire de référence, est-ce qu'on peut poser la question si l'enfant est autochtone ou pas, juste pour être approprié culturellement? Ah oui, alors notre réponse là-dessus, si un travailleur sur le cas a reçu un signalement et puis il y aurait une référence, et il y aura une référence au centre d'appui aux enfants ici à Kamloops, nous desservons les personnes des Premières Nations et Inuit, et puis nous avons une agence déléguée. Alors, nous allons savoir du début que la famille, famille est autochtone. Mais moi, je dirais que pour nous, c'est quelque chose qu'on demande avant de venir au centre. Alors, je ne sais pas, Tara, s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, mais à Kamloops, Big Bear, nous avons cette connaissance de le début. Oui, comme nous avons les différents niveaux de dépistage avec notre programme de triage, ce sont les informations qu'on va savoir. Ah, OK, cette famille est autochtone et par le biais du programme autochtone, durant le triage, durant le programme de aiguillage, nous avons nous, on a des discussions, on entend les discussions avec les personnes, mais c'est une question de dépistage pour les autres cultures aussi, même si cela vient d'une agence MCFD. C'est une question d'avoir ces discussions et ces connexions avec la famille. Avec la famille, racontez-moi de vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et il y a la culture de la famille, il y a la culture de la communauté, la collectivité. C'est pas juste une question ethnique, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de la famille? Cela va aider cette expérience pour que ça soit sûr. Et puis, cette conversation est une question de rayonnement ou d'avoir du contact. Et puis, après, on fait un suivi avec les défenseurs de la famille. Ils se connectent avec la famille avant que la famille vienne au centre si jamais il manque quelque chose dans le dépistage qu'on fait. Alors, racontez-nous quelque chose de vous ou de votre enfant, ou parfois ils peuvent parler avec le jeune ou la jeune ou l'enfant avant de venir. Alors, il y a les différentes manières d'avoir ces informations.
Il y a une discussion des familles. Parfois, il y a les familles qui vont pas divulguer leur statut ethnique ou s'ils sont autochtones ou s'ils sont pas autochtones. Et le message que la famille peut nous diriger à nous. Alors, nous savons que vous êtes d'une communauté nommée ou des Premières Nations. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Alors, et juste suivre ce qu'ils disent, toujours avec le respect. Alors, alors, il faut juste suivre ce qu'ils disent pour qu'ils puissent nous guider ou orienter par ce travail. Il n'y a pas de questions. Je vais juste regarder dans la boîte de clavardage s'il y a des questions là-dessus. Au niveau de... je sais qu'il ne reste que 5 minutes. Nous avons 2 questions qui restent. Alors, c'est une question pour moi. Quels sont les processus après c'est une question de sondage. Comment engager les familles dans cela? Quel processus utilisez-vous pour l'évaluation des familles après l'entretien? Envoyez-vous des sondages? Oui, c'est une question parfois d'avoir une autre discussion. Nos défenseurs ils font un suivi extensif avec la famille. Alors, c'est une question de maintenir la connexion. Après, on a des évaluations. Par exemple, on pense aux familles ou pour leur envoyer un sondage, un questionnaire à remplir. Alors, nous avons des différentes approches en fonction de la connexion que nous avons avec la famille. Dernièrement, je me demande si Natacha serait prête à aller un peu plus loin dans la façon dont elle s'identifie. Elle a dit qu'elle s'identifie comme tante, sœur, mère, etc. C'était vraiment intéressant pour moi. Cela signifie-t-il que vous vous identifiez principalement en termes de relations? Alors moi, je me connais en tant que tante, sœur, mère, fille, un jour grand-mère, mais ça, c'est ma manière de s'identifier. Alors, quand on se on se présente à nous-mêmes. Si vous êtes mère, on commence avec la mère, après mon père, après mes grands-parents. Et comme ça, vous pouvez appeler vos ancêtres pour informer les personnes quels sont vos ancêtres et mes proches, c'est-à-dire mes proches par le biais du sang et par le biais de mes relations. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de clavardage. Et puis, il nous reste 2 minutes. Lindsay alors, ma réponse, c'est vraiment, ça me rappelle des connaissances avec beaucoup de valeur au niveau de la formation en diversité qu'on a fait récemment. L'enseignant nous a enseigné que tout le monde vient de quelque part. Alors, cela est croisé avec toute la famille qu'on fait avec les familles et les enfants. Il y a l'accent mis sur les relations, surtout les relations. Il nous reste 1 minute. Ben oui, on l'a fait, on a fait. Je pense que ça, c'est tout. Et merci tout le monde d'être ici avec nous. Merci.